L'Europe nous a menti. Pendant des décennies, nous avons regardé cette lune et nous avons vu un désert glacé, une boule de glace lisse orbitant autour de Jupiter. Jolie en photo, banale à tous les égards importants. Les scientifiques en parlaient poliment, comme on parle des photos de vacances d'un collègue. Bon. Intéressant. Passons à autre chose. Mais sous cette coquille blanche immaculée, quelque chose se passe. Quelque chose de chaud, quelque chose d'actif, quelque chose qui n'a rien à faire sur une lune aussi petite, aussi froide, aussi éloignée du Soleil. Et au cours des 18 derniers mois, le télescope spatial James Webb a discrètement et méthodiquement levé le voile sur ce qu'est réellement Europe. Ce qu'elle a découvert n'est pas ce que quiconque avait prédit. Commençons par ce que nous pensions savoir, car c'est là que les failles sont les plus importantes. Europe est l'une des 4 lunes galiléennes de Jupiter, découverte en 1610 par Galilée lui-même. Elle est légèrement plus petite que notre propre lune, avec un diamètre d'environ 3100 km. De l'extérieur, cela ressemble à un œuf fêlé. La surface est presque entièrement constituée de glace d'eau sillonnée de stries et de crêtes brun rougeâtres qui s'étendent sur des milliers de kilomètres. Et sous cette glace, il y a un océan. Nous le soupçonnions depuis la fin des années 1990, lorsque la sonde Galileo de la NASA a mesuré des perturbations dans le champ magnétique de Jupiter près d'Europe. Perturbations qui ne pouvaient s'expliquer que par une vaste masse de liquide conducteur d'électricité sous la surface. De l'eau salée, un océan entier d'eau salée, contenant probablement plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis, scellé sous une couche de glace qui pourrait avoir une épaisseur de 10 à 30 km. C'est cet océan qui a fait la renommée d'Europe. Là où il y a de l'eau liquide, il y a au moins une possibilité de vie. Pas une garantie, même pas une forte indication. Une simple porte entr'ouverte. Et pendant 20 ans, cette porte ouverte était tout ce que nous avions. Nous ne pouvions rien voir à travers la glace. Nous ne pouvions pas sentir le goût de l'eau. Nous ne pouvions pas mesurer ce qui était dissous à l'intérieur, ni si quoi que ce soit se passait là-dessous, qui puisse avoir une importance biologique. Nous étions coincés dehors, le visage collé aux vitres dépolies. James Webb a changé la donne. Non pas en forant la glace, non pas en déposant une sonde, mais en faisant quelque chose d'une simplicité trompeuse. Observer la surface d'Europe avec les instruments infrarouges les plus sensibles jamais construits et déchiffrer les empreintes chimiques de ce qui s'y trouve réellement. En septembre 2023, 2 équipes de recherche indépendantes ont publié les résultats du spectrographe proche infrarouge de Webb, un instrument si précis qu'il peut identifier des molécules sur une surface située à plus de 600 millions de kilomètres de distance. Ils recherchaient une chose en particulier, le dioxyde de carbone. Non pas parce que le dioxyde de carbone est passionnant en soi, mais à cause de ce que cela signifierait. Le dioxyde de carbone présent à la surface d'Europe pourrait provenir de 2 sources. Elle pourrait être apportée par des impacts de météorites ou par des radiations spatiales, des sources externes qui n'ont rien à voir avec l'océan sous-jacent. Ou bien, elle pourrait provenir de l'intérieur, de l'océan lui-même, poussée vers le haut à travers des fissures dans la glace et déposée à la surface. Si le dioxyde de carbone provenait du dessous, cela signifierait que l'océan contient du carbone. Et le carbone est la base de toutes les formes de vie connues. Les 2 équipes l'ont trouvé. Du dioxyde de carbone concentré dans une région spécifique appelée Tara Rayo, une zone géologiquement jeune, au terrain perturbé, située sur l'hémisphère arrière d'Europe. Il ne s'agissait pas d'une fine poussière dispersée aléatoirement par des impacts de météorites. Elle était concentrée, localisée et située exactement dans le type de terrain que les modèles géologiques prévoient être alimentés par des remontées de matériaux provenant du sous-sol. La répartition des éléments était orientée vers le bas, en direction de l'océan. Geronimo Villenvert, auteur principal de l'une des études et planétologue au centre de vol spatial Goddard de la NASA, l'a exprimé clairement. Le dioxyde de carbone ne provenait pas de l'extérieur. Cela correspondait à une origine interne. L'océan situé sous la glace d'Europe contient du dioxyde de carbone dissous, et le brassage géologique de Tara Rayo en a ramené des traces à la surface, comme une tache qui s'infiltre à travers un tissu.
La présence de carbone dans les couches souterraines de l'océan est une condition préalable à la chimie qui pourrait, en théorie, permettre le développement de la vie telle que nous la connaissons. Mais le site web n'était pas terminé. En mars 2024, une autre équipe a utilisé le web pour rechercher l'activité du panache. Des jets de vapeur d'eau jaillissent de la surface d'Europe et se projettent dans l'espace. Le télescope spatial Hubble avait signalé de possibles panaches en 2012 et de nouveau en 2016, mais les détections étaient incertaines, à la limite des capacités de Hubble. Certains scientifiques les croyaient, d'autres n'étaient pas convaincus. Webb regarda, et cette fois la réponse était plus claire. Aucun panache important et persistant n'a été détecté pendant la période d'observation. Cela pourrait paraître décevant. Non. Ce que cela indique aux scientifiques, c'est que l'activité du panache d'Europe, si elle existe, est probablement sporadique plutôt que constante. Encelade, la minuscule lune de Saturne, projette continuellement des geysers depuis son pôle sud, alimentés par les forces de marée qui pétrissent son intérieur comme de la pâte. L'Europe semble différente. Ces éruptions, si elles se produisent, sont intermittentes, possiblement déclenchées par des contraintes de marée spécifiques lorsque la gravité de Jupiter déforme la couche de glace de la Lune au cours de son orbite. Alors, d'où vient cette énergie ? Europe est loin du Soleil. Le réchauffement solaire est négligeable à la distance de Jupiter, soit environ 780 millions de kilomètres. La température de surface avoisine les 160 degrés C. D'après toutes les mesures de surface, cette lune devrait être entièrement gelée. La réponse est Jupiter elle-même. L'orbite d'Europe n'est pas parfaitement circulaire. Elle est légèrement elliptique, une forme qu'elle doit à l'attraction gravitationnelle exercée entre Jupiter et les autres grandes lunes, notamment Io et Ganymède. Au cours de chaque orbite, alors qu'Europe se rapproche et s'éloigne de Jupiter, l'immense gravité de la planète comprime et étire l'intérieur de la Lune. Il s'agit du chauffage par effet de marée, le même mécanisme qui fait de Io le corps le plus volcaniquement actif du système solaire. Sur Europe, l'effet est plus subtil, mais suffisamment puissant pour maintenir un océan liquide pendant des milliards d'années sous des kilomètres de glace. Imaginez que vous pliez rapidement une balle en caoutchouc entre vos mains. La balle chauffe. Imaginez maintenant que cette balle mesure 3100 km de diamètre et que les mains qui la serrent appartiennent à la plus grande planète du système solaire. L'énergie générée par ces flexions constantes ne sert pas uniquement à maintenir le eau liquide. Cela pourrait engendrer une activité hydrothermale au fond des océans. Sources hydrothermales où l'eau riche en minéraux rencontre l'océan froid. Exactement le type d'environnement où la vie est apparue sur Terre, il y a près de 4 milliards d'années. Les estimations actuelles situent la profondeur de l'océan d'Europe entre 60 et 150 km. Pour situer le contexte, le point le plus profond des océans terrestres, la fosse des Mariannes, atteint une profondeur d'environ 11 mètres. L'océan d'Europe pourrait être plus de 10 fois plus profond, contenu à l'intérieur d'une lune plus petite que la nôtre. Et au fond de toute cette eau se trouve un fond rocheux et siliculé. Pas une couche de glace à haute pression comme celle qu'on trouve à l'intérieur de Ganymède. Le contact direct des roches avec l'eau liquide est important car c'est de là que proviennent les minéraux. C'est dans le roc que la chimie prend racine. La découverte du dioxyde de carbone par Webb s'intègre parfaitement dans ce contexte. Si le fond océanique est hydrothermalement actif et que l'océan contient du carbone dissous et d'autres composés, alors Europe possède 3 des 4 ingrédients que les astrobiologistes considèrent comme nécessaires à la vie. Eau liquide, énergie et chimie. Le 4e, c'est le temps. Et Europa en a eu à profusion. On estime que l'océan existe depuis des milliards d'années. Rien de tout cela ne signifie que la vie est là. Je veux faire attention à cela. Détecter du dioxyde de carbone à la surface d'une lune glacée n'est pas la même chose que de trouver un microbe. L'écart entre les conditions susceptibles de permettre la vie et celles qui ont effectivement permis son émergence est énorme. Et nous ne disposons que d'un seul point de données sur la façon dont la vie commence. Terre. Tirer des conclusions à partir d'un échantillon d'une seule personne est une mauvaise pratique scientifique, aussi prometteur que puissent paraître les résultats. Ce qu'a fait le web, c'est restreindre les possibilités.
Avant ces observations, nous savions qu'Europe possédait de l'eau et de l'énergie. Maintenant, nous savons qu'il contient aussi du carbone. Chaque ingrédient confirmé réduit la liste des raisons de penser que la vie ne pourrait pas exister là-bas. Il existe une autre donnée web, qui n'a pas reçu autant d'attention, mais qui est extrêmement importante pour la suite. Les équipes de recherche ont également recherché des molécules organiques, des composés complexes à base de carbone, qui servent d'éléments constitutifs de la chimie biologique. Les résultats n'ont pas permis de conclure. L'analyse web a détecté des indices, mais les signatures spectrales se chevauchaient avec celles d'autres composés possibles, rendant impossible une identification définitive à cette distance. Cette ambiguïté n'est pas un échec. C'est un indicateur qui montre clairement ce que la prochaine génération d'instruments doit découvrir. La sonde Europa Clipper de la NASA a été lancée en octobre 2024, emportant l'ensemble d'instruments le plus sophistiqué jamais envoyé dans le système solaire externe. Au cours d'une cinquantaine de survols rapprochés de Europe, dont certains à seulement 25 km de la surface, Clipper cartographiera en détail la croûte de glace, mesurera son épaisseur, recherchera des panaches actifs, analysera la composition de tout matériau éjecté et sondera la profondeur et la salinité de l'océan à l'aide d'un radar et d'une magnétométrie. Si Tara Rayo laisse remonter des matières océaniques à la surface, Clipper en subira les conséquences. Si des matières organiques sont incrustées dans la glace, le spectromètre de masse de Clipper les identifiera. Clipper n'arrivera à Jupiter qu'en 2030, mais la détection de dioxyde de carbone par Internet a permis d'affiner sa liste de cibles. Tara Rayo, déjà une région d'intérêt, est désormais une priorité. Le terrain perturbé, la signature carbonée, la jeunesse géologique de la surface, tout cela indique un lieu où l'océan communique avec la surface. La mission de Clipper est d'écouter ces communications à courte portée et de les décoder. Et il faudra que ça fonctionne vite. La ceinture de radiation de Jupiter frappe Europe avec environ 540 RM par jour, soit suffisamment pour tuer un être humain non protégé en quelques heures. Les composants électroniques de Clipper sont logés dans un coffre-fort en titane, dont les parois ont près d'1 centimètre d'épaisseur. Et même avec ce blindage, le vaisseau spatial ne peut survivre qu'à de brefs passages près de la surface, avant de se retirer à des distances plus sûres. 50 survols au lieu d'une orbite stable, car le stationnement d'un vaisseau spatial autour d'Europe détruirait ces instruments en quelques semaines. L'un des 9 instruments de Clipper s'appelle SUDA, l'analyseur de poussière de surface. Sa mission est de capturer et d'analyser les grains microscopiques de glace et de poussière éjectés de la surface d'Europe par les impacts de micrométéorites ou l'activité des panaches. Chaque grain est essentiellement un minuscule échantillon congelé de la matière qui se trouve à la surface ou juste en dessous. SUDA peut déterminer la composition moléculaire de grains individuels, ce qui signifie qu'elle n'a pas besoin d'une éruption spectaculaire pour obtenir des données utiles. Même le léger voile de particules soulevé par les impacts de surface habituels suffit. Un seul instrument capturant un grain de sable pourrait changer toute la discussion sur la composition de l'océan d'Europe. Clipper embarque également un radar de pénétration de glace appelé REASON, conçu pour cartographier la structure interne de la couche de glace jusqu'à une profondeur d'environ 30 km. Depuis des années, des modèles théoriques prédisent ce que des poches d'eau liquide pourraient être piégées à l'intérieur même de la couche de glace, prises en sandwich entre la surface gelée et les profondeurs océaniques sous-jacentes. Si ces lacs existent, la logique devrait les détecter comme de brillants reflets au radar à faible profondeur, ce qui signifierait que le volume habitable d'Europe ne se limite pas aux profondeurs océaniques. Il pourrait y avoir de l'eau relativement près de la surface dans des réservoirs plus petits, qui seraient plus accessibles aux futurs atterrisseurs. Le terrain chaotique qui couvre environ un quart de la surface d'Europe. Ces zones où les blocs de glace ont été mélangés, inclinés et regelés selon des angles étranges, a longtemps été interprétée comme la preuve d'une activité souterraine, déstabilisant la glace par en dessous. De la glace chaude ou de l'eau liquide remonte des profondeurs, ramollit la glace qui la recouvre, et la surface s'effondre et regèle dans un état désordonné. Si ce modèle est correct, alors le réseau de dioxyde de carbone détecté à Tara Rayo a été transporté vers le haut relativement rapidement par un processus convectif recyclant la chimie océanique vers la surface par à-coups géologiques.
Il s'agit d'une lune dotée d'un système de circulation interne actif. Une lune qui est, au sens propre du terme, géologiquement vivante, même si elle ne l'est pas biologiquement. L'environnement radioactif ajoute une couche supplémentaire, et c'est à double tranchant. Jupiter bombarde la surface d'Europe avec un rayonnement intense, des particules chargées accélérées par l'énorme champ magnétique de la planète. Ce rayonnement est suffisamment puissant pour détruire des molécules organiques complexes présentes à la surface en quelques décennies. Toute biosignature qui atteindrait la surface depuis l'océan serait détruite avant même que nous puissions la détecter depuis l'orbite. Mais les radiations scindent également la glace d'eau et d'autres molécules de surface en fragments qui se recombinent pour former de nouveaux composés, notamment le peroxyde d'hydrogène et l'oxygène moléculaire. Certains modèles suggèrent que cet oxygène produit par rayonnement pourrait être recyclé à travers la glace jusqu'à l'océan sous-jacent, où il serait disponible comme source d'énergie chimique pour les organismes qui pourraient y vivre. Le rayonnement de Jupiter, qui stérilise sa surface, pourrait simultanément alimenter l'océan. Lorsque j'ai découvert ce mécanisme de rétroaction, j'ai été complètement stupéfait. Une planète qui bombarde sa lune de radiation mortelle. Et ce rayonnement, filtré à travers 30 km de glace, pourrait atteindre l'océan sous forme de nourriture. L'Europe ne joue pas selon des règles intuitives. Et Europa continue de nous réserver des surprises, au-delà de la question du dioxyde de carbone. Fin 2024, des observations supplémentaires sur Internet ont révélé la présence de glace d'eau cristalline à la surface d'Europe, qui semblait plus fraîche que prévu. De la glace fraîche sur une lune bombardée par un rayonnement constant suggère un renouvellement récent de la matière provenant des profondeurs, remplaçant la couche superficielle irradiée. La répartition de cette glace fraîche correspond au même terrain perturbé, où le dioxyde de carbone a été trouvé. Ce qui se passe sous la glace se produit encore maintenant. L'élément chimique détecté par le web n'est pas un fossile. C'est un bulletin. Lorsque les chercheurs ont examiné de plus près les données spectrales, ils ont constaté que le dioxyde de carbone était mélangé à d'autres sels, notamment du chlorure de sodium et du sulfate de magnésium, du sel de table et du sel d'Epsom. Il s'agit essentiellement des mêmes types de sels dissous dans les océans terrestres. Leur présence dans les mêmes régions que le dioxyde de carbone dresse le tableau d'un système en communication. L'océan parle à la glace. La glace finit par communiquer avec la surface, et la surface baignée par le rayonnement de Jupiter communique avec l'espace. Le web a intercepté cette conversation en plein milieu d'une phrase. La composition en sel entre également dans la composition des modèles d'habitabilité des océans. Sur Terre, les sources hydrothermales situées au fond des océans produisent des proportions spécifiques de minéraux dissous en fonction de la température et de la composition chimique de la roche avec laquelle elles interagissent. Si Clipper parvient à mesurer les proportions précises de sel à la surface d'Europe et à les corréler avec les prévisions des modèles de chauffage par les marées concernant les conditions des fonds marins, les scientifiques pourront estimer la température et l'environnement chimique du fond océanique sans jamais le toucher. Ils liront le journal de l'océan à partir de la couverture extérieure. Parallèlement, la mission spatiale européenne JUICE, lancée en avril 2023, suit une trajectoire plus lente vers le système jovien. JUICE se concentrera principalement sur Ganymède, mais effectuera également 2 survols d'Europe. Ces instruments sont complémentaires à ceux de Clippers, ce qui signifie que les 2 missions vont vérifier mutuellement leurs données. En planétologie, la redondance n'est pas un gaspillage. C'est une assurance contre le genre d'ambiguïté qui a entaché les détections de panache par Hubble. Il y a une dimension philosophique à tout cela qui, je crois, se perd dans les détails techniques. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, la question de savoir si la vie existe au-delà de la Terre était du ressort des théologiens et des philosophes. Ce n'était pas une question scientifique, car nous n'avions aucun outil pour l'étudier. Ensuite, nous avons construit des télescopes. Nous avons envoyé des sondes. Nous avons atterri sur Mars et avons trouvé un désert froid. Nous avons cartographié Vénus et nous y avons trouvé un fourneau. Nous avons répertorié les lunes des planètes extérieures et avons principalement trouvé des roches cratérisées et dépourvues d'atmosphère. Lentement, sans que personne ne l'annonce, la question est passée de la philosophie à la chimie.
Non pas qu'il y ait de la vie ailleurs, mais les ingrédients nécessaires sont-ils présents? C'est une question à laquelle on peut répondre à l'aide d'un spectrographe. C'est une question à laquelle Webb répond en ce moment même. Je reviens sans cesse à Tara-Rayo, car c'est le point central géographique de tout ce que le Webb nous a appris. Géologiquement parlant, c'est une région relativement jeune. Sa surface a été remaniée, brisée et réassemblée par des forces venant d'en bas. Le dioxyde de carbone est là, telle une empreinte digitale laissée par l'océan, incrustée dans la glace par le processus de remontée d'eau qui remodèle ce terrain. Si vous deviez concevoir un site d'atterrissage pour un futur atterrisseur sur Europe, une mission qui pourrait un jour forer la glace et prélever des échantillons de ce qui se trouve en dessous, Tara-Rayo figurerait parmi les sites présélectionnés. En réalité, le Webb a tracé une croix sur la carte. Si vous pouviez d'une manière ou d'une autre vous tenir à la surface d'Europe et lever les yeux, le ciel serait dominé par Jupiter. Pas un point, pas une étoile brillante, un mur. Jupiter occuperait près de 24 degrés du ciel, soit environ 48 fois la taille apparente de la pleine Lune vue de la Terre. Il restait là, suspendu, strié d'orange, de brun et de blanc, tournant lentement sur lui-même, la grande tache rouge dérivant sur son visage, comme une ecchymose qui ne guérit jamais. Et vous ressentiriez, d'une manière qu'aucune photographie ne peut exprimer, à quel point Europe est petite, à quel point elle est entièrement à la merci de cette planète immense. Les marées qui maintiennent l'océan liquide, les radiations qui stérilisent sa surface, la résonance gravitationnelle qui verrouille son orbite, tout cela provient de Jupiter. Europe n'existe pas indépendamment. Elle existe parce que Jupiter le permet. Et les conditions qui rendent son océan possible sont les mêmes qui rendent sa surface mortelle. Cette tension est le fait même qui justifie l'existence de cette Lune. Ce qui a changé, véritablement et concrètement changé grâce à James Webb, c'est la solidité du dossier. Avant 2023, Europe était une candidate prometteuse dans la recherche d'environnements habitables au-delà de la Terre, après la détection de dioxyde de carbone par Webb, après la confirmation que la chimie de l'océan atteint la surface, après le renforcement des contraintes sur l'activité du panache et le perfectionnement des cartes cibles pour Clipper, Europa est passée du statut de prometteuse à celui de solution incontournable. La différence entre ces deux mots réside dans la différence entre une hypothèse et un programme de recherche. Nous disposons désormais de prédictions précises et vérifiables concernant ce que Clipper devrait trouver à son arrivée en 2030. Nous avons identifié un lieu où des matériaux océaniques semblent être accessibles. Notre liste d'ingrédients chimiques ne cesse de s'allonger. C'est peut-être dans cette tension, dans l'écart entre une surface qui détruit les molécules organiques et un océan susceptible de les produire, que se trouve la réponse à la plus ancienne question que notre espèce se soit jamais posée. Que découvririons-nous si nous pouvions réellement prélever un échantillon de cette eau de mer? Il ne s'agit pas de déduire sa composition à partir des dépôts de surface, ni de la modéliser à partir de données orbitales, mais de prélever un échantillon de l'océan d'Europe et de l'analyser en laboratoire. S'il existe des acides aminés, des lipides ou toute autre signature moléculaire que la vie produit sur Terre, même sans cellules, même sans aucune forme de vie reconnaissable, ce serait la découverte la plus importante de l'histoire des sciences. Non pas parce que cela prouverait l'existence de la vie sur Europe, mais parce que cela prouverait que la chimie de la vie n'est pas propre à la Terre. Que l'univers génère ses éléments constitutifs partout où les conditions le permettent. Que nous ne sommes pas un coup de chance. L'Europe n'a pas sollicité notre attention. Elle n'a pas connu d'éruptions spectaculaires comme Io, ni n'a exhibé ses lacs et ses rivières au grand jour comme Titan. Tout était dissimulé sous 30 km de glace, et nous étions laissés à nos suppositions. Pendant 20 ans, nous avons deviné. Puis le Webb a examiné attentivement et patiemment la situation, avec des instruments conçus précisément pour ce genre de subtilité. Et Europa nous a enfin offert quelque chose de concret. La glace n'a pas encore craqué. Pas pour nous. Clipper s'approchera plus près que tout ce que nous avons envoyé jusqu'à présent. Souda captera des grains de glace pas plus gros qu'un grain de sable et les lira comme des lettres venues des profondeurs. Et un jour, peut-être dans les années 2040, peut-être plus tard, un atterrisseur se posera sur ce terrain fracturé, fera fondre la glace
et déposera un instrument dans une eau qui n'a jamais vu la lumière du soleil. Quoi qu'elle découvre là-dessous, qu'il s'agisse d'eau salée stérile ou de quelque chose d'encore plus étrange, cela bouleversera notre compréhension des endroits où la vie peut exister dans l'univers. Pour l'instant, nous attendons. Mais pour la première fois, nous attendons avec des preuves, et non plus seulement avec de l'espoir. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.